Et sinon, on essaye un truc, on dit tout deux fois. On dit tout deux fois. Il est l'heure magique. Il est l'heure magique. On va saouler tout le monde. You can rum-ti-tum-ti-tum-ti-tum. I'm the man who broke the bank at Monte Carlo. Salut les amis, il est l'heure magique. Salut mon Benjamin. Salut Fouad, salut tout le monde. Content de te retrouver mon Benjamin pour ce nouveau James Bond que nous faisons ensemble, hein. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième. You Only Live Twice. On ne vit que deux fois ou on ne vit que deux fois, comme vous préférez. C'est tout de suite. Bond is dead. Bond is alive. Kill Bond! Now! No matter what the odds, they don't stand a chance against James Bond, Sean Connery, 007. Bond, the world's greatest gentleman agent with a license to kill. And he never misses a chance. Tu me disais l'autre jour, Benjamin, que à l'intérieur de James Bond, il y avait un cycle, un cycle Lewis Gilbert, cinéaste. Donc tu apprécies particulièrement les Bonds, hein, si j'ai bien compris, puisqu'on a fait ensemble L'espion qui m'aimait, du même Lewis Gilbert, hein, qui fera 10 ans après On ne vit que deux fois. Pourquoi ce choix sur Lewis Gilbert? Parce que je pense que c'est quelqu'un qui refait en fait le même film trois fois. Ah, Concrètement, en fait, on sait que L'espion qui m'aimait est plus ou moins un remake de On ne vit que deux fois. C'est-à-dire qu'on va retrouver une même structure avec un méchant qui essaye de bouleverser l'ordre du monde, le final avec une énorme base secrète. En fait, il va la déplacer, c'est-à-dire que dans Duc de Faux, c'est dans un volcan, dans L'espion qui m'aimait, comme on l'a dit, c'est dans une base subaquatique, et dans Moonraker, on va directement dans l'espace. Donc, on c'est voit que vrai c'est ça. voilà, on voit que Mhm. c'est quelqu'un qui s'amuse avec des motifs bondiens, motifs qui vont vraiment pleinement s'installer dans ce bond-là en particulier, au point que ça va en être parodié partout, notamment par Austin Powers. C'est vrai. Voilà, le grand bad guy au crâne chauve, ce n'est pas encore toi, Fouad, Ah, ah, c'était Donald de bientôt. Pleasance. Oui, exact. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait de parler avec toi. Surtout que c'est des bandes que tu aimes aussi, donc c'était complètement pertinent. Et je pense on a un peu laissé de côté Lewis Gilbert à de nombreuses reprises pour toujours s'intéresser au premier Bond avec Sean Connery ou pour s'intéresser à certains Roger Moore, mais pas forcément toujours à ceux-là. Et plus récemment à Dalton et notamment Craig. Je pense même que est parfois un peu mis de côté pour d'autres raisons. Donc voilà, on est là pour On ne vit que deux fois, le premier film du cycle Lewis Gilbert, mais le deuxième qu'on chronique. D'ailleurs, j'aime beaucoup le titre. J'aime énormément. C'est un titre qui est très beau, qui est très poétique. C'est le cinquième film de la saga. C'est le dernier de Sean Connery par contrat, hein, ce qui va donner à ce film un caractère particulier. Le dernier, avant un retour. Exactement. Hélas, pour les diamants sont éternels. C'est vrai. Alors, ce qui est fascinant, c'est que Sean Connery dira au rôle, il dira au revoir au rôle à trois reprises. Hein, là, ici, il dira au revoir une seconde fois avec Les Diamants, c'est éternel, de triste mémoire, et une ultime fois dans le Bond dissident, hein, le Bond illégal, jamais plus jamais, un Bond que j'aime par tendresse, même si c'est loin d'être mon préféré. Donc c'est un rôle, il lui a pris à trois fois Sean Connery pour s'en dépatouiller, hein, donc c'est pas rien. Il faut savoir que les quatre premiers films ont été faits à un rythme stakhanoviste, hein, c'est-à-dire un film par an, quasiment, ce qui est sur ce genre de production quelque chose d'assez incroyable, hein, sachant la complexité des films. Donc l'équipe est un peu fatiguée.
et il s'accorde un plus long délai pour mettre en chantier le film. C'est le premier Bond où on ne change pas de pays, puisque dans le film, James Bond va courir les jupons au Japon. On est à l'orée des années 60, à la mi-temps des années 60. Sean Connery est devenu une star mondiale, interplanétaire. La saga est très bien installée dans l'inconscient collectif, si je puis dire. Sean Connery ne peut plus se déplacer librement dans l'espace public. Il en a fait du chemin, le gamin d'Édimbourg. Le gamin né dans les quartiers miséreux d'Édimbourg, qui avait pour landau un simple tiroir de commode. Donc il en a fait du chemin, Sean Connery, mais il commence à exprimer des signes de lassitude par rapport au rôle. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, et voilà, il commence à avoir une espèce de relation d'amour-haine avec ce rôle qui l'enferme. Et You Only Live Twice, c'est un film qui va faire par contrat, même si le cœur n'y est plus vraiment. Ouais, mais malgré tout, déjà dans ces années 60, il va tourner pour Hitchcock, donc dans Pas de printemps pour Marnie, qui est quand même un des chefs-d'œuvre hitchcockiens, et dans La colline des hommes perdus de Sidney Lumet, qui n'est pas n'importe quel film, puisque c'est la rencontre avec un cinéaste avec lequel il va retourner par 3 fois dans les années 70. Donc notamment avec le Gang Anderson, The Offense, le crime de l'Orient Express. Ouais, c'est très Et, juste. et effectivement, c'est vrai que déjà, quand on le voit dans les années 60, on se dit, Sean Connery, ben, il peut faire autre chose, en fait. Et peut-être que Bond l'enferme. Moi, je comprends tout à fait sa décision. Et c'est vrai que quand on voit les années 70 de Sean Connery, jusqu'à même si on prend Zardoz, bah, le mec a tout tenté, quoi. C'est vrai, il est hallucinant. Moi, j'aime beaucoup Zardoz. Et on va le rappeler, il a un bagage shakespearien, Sean Connery. C'est un artiste, un acteur qui a incroyablement travaillé son métier. Et effectivement, il s'est permis des écarts en dehors du rôle de Bond pour montrer, et tu as tout à fait raison de le souligner, l'étendue de son talent. Mais il a signé un contrat et en bon professionnel, il va honorer le tournage. Alors, comme toujours, l'équipe aux manettes, Harry Saltzman et Cubby Broccoli, cherche de la nouveauté, cherche un petit peu de sang neuf à renouveler l'équipe. Et ils vont appeler un écrivain, Harold Jack Bloom, pour s'atteler au scénario. Il n'y arrive pas, il s'en sort pas, donc ils vont jeter leur dévolu sur Roald Dahl. Un choix assez surprenant, Benjamin, quand même. Extrêmement bizarre, je trouve. Ouais. Mais qui apparemment connaissait ce cher Ian Fleming. Oui, ils étaient potes apparemment. Ouais, tout Voilà, à je sais pas fait. si on le voit un petit peu. Alors Voilà. là, ouais, on le Alors, on voit. l'a Qu'est-ce que vu. c'est? Donc, c'est le roman On ne vit que deux fois, Ah, joli. qui est en fait, en réalité, la suite de Au service secret de Sa Majesté, qui sera tourné, lui, plus tard, en fait, au cinéma. Un roman qui est le dernier roman à sortir du vivant de Ian Fleming, il faut le préciser. Euh, Ian Fleming, bon, du fait de sa pauvre hygiène de vie, du tabac et de l'alcool et autres excès, a fait une crise cardiaque, de laquelle il se remet en partant en voyage au Japon. Et c'est là-bas, pendant cette convalescence, qu'il va écrire le roman. On ne vit que deux fois. On ne vit que deux fois est tiré d'un haïku japonais qui ouvre le roman, d'ailleurs, d'un poète du XVIIe, un très joli haïku qui dit, alors je le ferai en français, vous m'excuserez, on ne vit que deux fois, une fois à la naissance et une fois lorsqu'on a regardé la mort en face. Et donc, on revient au scénariste, Roald Dahl, on va le rappeler, il a écrit Mathilda, Mathilda, adapté par Danny DeVito au cinéma. sacrée sorcière. Exactement, Sacrée sorcière, réalisée par deux fois, donc la version Reg. Nicolas Roeg et la version Robert Zemeckis. Spielberg a fait un Roald Dahl, Le bon gros géant. bon gros géant, bon, pas pour un résultat très heureux, mais un auteur acclamé, un auteur qui a énormément de succès, donc qui est spécialisé plutôt dans les livres pour enfants. Et alors, il ne connaissait pas les films, il avait vu qu'un seul film, Mm. et surtout, il n'avait aucune expérience de scénariste. Donc c'est vraiment un choix assez hallucinant, Je me demande, enfin, je me dis qu'à l'époque, c'était un choix culotté qu'aujourd'hui, on ne ferait plus jamais, quoi. carrément. Voilà.
tout simplement. Surtout qu'on passe après Opération Tonnerre, qui, à mon sens, n'est pas vraiment le meilleur Bond. C'est un Bond qui est de pantouflard absolu, qui reprend des motifs pour les pousser à ad nauseam. Mais par C'est contre, excuse-moi, c'est le vas-y, Bond du commandant Cousteau, c'est très juste, Opération Tonnerre. C'est réalisé par le commandant Cousteau. c'est ça. Excuse-moi. Mais ce qui est intéressant dans le choix de Roald Dahl, c'est qu'il s'est dit, bon, bah, je vais reprendre tous les motifs de Bond que j'ai pu déceler. On va en faire une sorte de best-of. Et en même temps, derrière ces motifs-là, il va essayer de les dynamiter de manière très subtile. Et ça va être, par exemple, le caractère misogyne de Bond, qui se fait, C'est euh, vrai. qui se fait recaler au moment où il se marie avec Enfin, il fait le faux mariage avec la japonaise. Il se dit, ouais, on va profiter de la nuit de noces. Non, 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 business en fait. Ah, ok, bon, d'accord. Is this the only room there is? Yes. That is your bed. I shall sleep over there. We're supposed to be married. Think again, please. You gave false name to priest. Yes, but we must keep up appearances. We're on our honeymoon. No honeymoon. This is business. Qui arrive qui arrive au Japon avec le chef Tigre Tanaka Mm. et qui va devoir servir sous ses ordres en fait. Mm. Voilà, tout simplement, alors Ouais. que le mec était quand même toujours le rebelle à travailler tout seul. Ah non, là, il travaille pour les services secrets japonais. Mm. Donc, Roald Dahl, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend finalement tous les stéréotypes bondiens, qui sont déjà quand même bien installés à l'époque, et il va faire un petit pas de côté pour en faire presque un film, en même temps, un film transgressif avec ces motifs-là, mais aussi une grosse farce bondienne, quoi, parce que c'est très goofy. C'est complètement, hein, jusqu'à, on en reparlera, ce maquillage avec un Bond japonisé, hein, c'est assez particulier. Ça me fait penser à la yellow face de Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany, là, de Black Edwards. Et alors, Roald Dahl s'en est livré dans une interview. Il raconte son entretien avec les producteurs. Il dit, bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai jamais écrit de scénario, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et les producteurs lui disent, écoute, en gros, globalement, t'as carte blanche, sauf tu ne touches pas au personnage de Bond et tu respectes la règle des 3 filles. Et alors, mais les 3 filles, c'est quoi? C'est en même temps, séparément? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, c'est qu'en fait, il faut qu'il y ait 3 filles. Fille numéro 1, donc le premier tiers du film, elle est très pro-Bond, elle aime Bond. I think I will enjoy very much serving under you. Mais malheureusement, elle se fait tuer par l'ennemi à la fin du premier tiers, et idéalement, il faut qu'elle meure dans ses bras, dans les bras de Bond. Ensuite, elle a fille numéro 2. Elle est anti-Bond. Elle travaille pour l'ennemi. Miss Brandt, my confidential secretary. Hello. Hello. Maybe offer you a glass of champagne, Mr. Fisher? No, thank you. It's too early in the morning for me. You're quite sure? Elle est vénéneuse. Elle parvient à capturer Bond. Where am I? You're in my cabin on the Ningpo. Leave him to me now, wait in there. And shut the door. I've got you now. Mais Bond réussit à la séduire et il faut qu'elle meure d'une manière très originale. Well, Et enfin, dernier tiers, la fille numéro 3, elle est très pro-Bond, mais elle le fait mariner jusqu'à la fin et on garde le baiser pour la scène finale. Hein, voilà en gros. Et c'est vrai que quand tu penses à cette règle, globalement, tu la retrouves dans tous les Bonds, hein, avec des variations diverses. J'ai trouvé cette anecdote très drôle. On voit qu'il a parfaitement respecté cette règle, en tout cas. Hein. Ah ouais, complètement, ouais. Bah, d'ailleurs, ça a été repris sur une des affiches du film. Il y avait Bond qui était sur un côté, puis il y avait les trois filles en tenue, Ah, d'accord. en tenue de plage, l'une après l'autre. Donc D'accord, ah bah la voilà. gentille, la méchante, la gentille. Même le service marketing a Jusqu'au- parfaitement respecté la règle des 3 filles.
Et donc, ouais, alors un choix assez intéressant, et tu l'as dit, pour un résultat plutôt heureux, hein, avec une formule bondienne un petit peu torsadée, un petit peu changée. Et donc, je le disais, hein, donc un roman assez particulier dans la vie de Ian Fleming, et un scénario écrit par un novice, hein, même si c'est un auteur à succès, c'est un novice en termes d'écriture scénaristique. Donc on le disait, Benjamin, un tournage compliqué, hein. Un tournage compliqué, très difficile, hein, on ne vit que deux fois, hein. Très difficile parce que déjà, ils n'arrivaient pas à trouver les décors que ce cher Ian Fleming décrivait dans son roman, tout simplement parce qu'ils n'existent pas. Voilà, et de ce fait, ils vont à partir. Ça, c'est intéressant, on voit là l'importance de Ken Adam dans les productions, c'est qu'à partir du travail de recherche des décors, ils vont écrire le scénario. C'est-à-dire qu'ils vont écrire la fiction à partir de l'existant. Pour ce film, et c'est, je pense, ce qui le rend passionnant et peut-être plus ancré dans son décor que les autres Bonds, c'est que ils vont prendre le temps aussi d'apprécier le décor, mais d'apprécier aussi différents rites japonais, que ce soit le mariage, donc qui est représenté dans le film, que ce soit les bateaux de pêcheurs au petit matin sous le soleil sur un tout petit village, voilà, que ce soit la ville de Tokyo sous les néons et qui est habitée par la modernité. Donc, ils vont vraiment, à partir de leur exploration, écrire ce script. Et effectivement, ça va pas être évident parce que bah, même la base du méchant, quand ils vont se balader en hélicoptère, ils vont voir des volcans et ils vont se dire, bah tiens, ça pourrait être intéressant. Regarde la surface. Et le bad guy, il est sous le volcan. Ouais, Et incroyable. idée incroyable, qui va donc devenir une idée scénaristique, mais du coup aussi une idée de décor à fabriquer pour l'intérieur de la base, et qui va être un des décors les plus impressionnants de l'histoire du cinéma, hein, d'un côté à l'autre, il y a 100 mètres, il y a 40 mètres de hauteur. Il pouvait faire atterrir un petit hélicoptère, mettre une micro-armée de toute façon dans la base, hein, ce qu'on voit dans le film. Et effectivement, donc ils vont devoir quand même monter jusqu'aux extérieurs du volcan à chaque fois pour tourner. Cubby Broccoli aura bien sûr l'avantage d'avoir un cheval, ce qui sera pas, ce qui sera Le pas, cas de tout le monde, hein. ce qui sera pas le cas de tout le monde. Et je crois qu'il y a eu Cubby Broccoli et le réalisateur qui ont eu le droit à avoir un cheval pour monter et descendre de la montagne. Bon, ça s'appelle la hiérarchie, j'imagine. Mais et pareil, il va y avoir des séquences de bataille aérienne en hélicoptère où il va y avoir un accident. Par exemple, j'en parlais dans l'espion qui m'aimait. Donc c'était John Johnny Jordan, Jordan, ouais. voilà, qui est l'opérateur aérien. C'est l'ancêtre du drone, d'une Exactement, certaine manière. c'est ça, mais qui avait un œil incroyable Ah ouais. pour filmer dans les airs, quoi, tout simplement. Et on retrouve d'ailleurs très bien son boulot Au service secret de Sa Majesté, dans les descentes en ski, qui sont aussi géniales encore aujourd'hui grâce à lui, quoi. Absolument sublime. Elles n'ont pas Voilà, pris une ride, hein. voilà, et Mm. qui, à cause d'un courant ascendant sur le tournage d'Onduik de Foix, va se faire charcuter le pied, qui va tenir grâce à un petit bout de peau, et finira avec le pied coupé. Donc Mm. il va y avoir des blessés, hein, de toute façon, même des cascadeurs vont se blesser pendant la fameuse scène de bataille finale du film. Donc un tournage éprouvant pour tout le monde, et en même temps une envie d'aventure, j'ai l'impression, C'est vrai. euh, de, de, de renouer avec l'aventure bondienne, quoi. Et là-dessus, Lewis Gilbert, qui est un choix aussi assez original, hein, aussi, assez atypique, puisque Cubby, après avoir vu Alfie, va appeler Lewis Gilbert. Lewis Gilbert, qui n'est pas totalement un novice à l'époque, puisqu'il a sous la ceinture pas mal de films de guerre. Et Lewis Gilbert commence par refuser. Il est un peu intimidé, il dit, bon, écoutez, Monsieur Broccoli, moi, j'ai jamais géré ce type de production. On part très très loin, c'est compliqué, etc. Et Cubby lui dit, écoute, je comprends, t'inquiète pas, tu seras bien entouré. C'est une proposition que tu ne peux pas refuser, réaliser un Bond. Et Lewis Gilbert accepte volontiers. Il s'entoure de Freddie Young. Freddie Young, on va le rappeler, hein. Des meilleurs chefs-op de l'histoire du cinéma, qui a notamment photographié Laurence d'Arabie, Eh oui. voilà, qui va photographier La fille de Ryan aussi de David Lean,
ainsi que Dr. Jivago de David Lean, donc pas n'importe qui Ça dans un film. suffit. On peut Voilà. s'arrêter là, quoi. L'arrivée de Ali dans Laurence d'Arabie, ben voilà, Ouais. c'est, tout est dit. Et donc, ça va épauler Lewis Gilbert qui va se sentir un peu plus en confiance. Freddie Young, on le verra, hein, qui va être déterminant, capital dans l'éclairage du décor dantesque de Ken Adam, euh, qui n'est plus un décor en fait à ces niveaux-là, c'est du génie civil, quoi. C'est un ouvrage de travaux publics, hein, puisque le décor donc construit à Pinewood était visible à 6 km à la ronde. De l'extérieur, ça ressemblait à une espèce de réacteur nucléaire, en fait. C'était totalement dantesque. Alors, il tourne au Japon. Le Japon, les autorités japonaises sont ultra fans de la saga James Bond. Sean Connery le constatera très amèrement, puisque Sean Connery ne peut plus se déplacer tranquillement, en fait. Puis, il n'aime pas les journalistes en plus. Et oui, c'est ça. Ils sont suivis sans arrêt par des paparazzis, en fait, hein, qui arrivent à déjouer tous les pièges et tous les obstacles. Et voilà, Sean, il est un peu fatigué de tout ça, mais bon, malgré tout, le travail continue. Et donc, les autorités japonaises donnent full access à tous les lieux de tournage. Ils ont à disposition un pilote japonais qui est très chevronné, qui les balade de site en site. Et la condition est que, eh bien, il faut prendre un cast japonais. Hein, ce qui est souvent le cas, hein. Quand tu tournes dans un pays, le pays t'accorde un soutien logistique, des économies, mais la contrepartie, c'est de recruter, de faire travailler des comédiens, des acteurs du pays. C'était pour éviter des yellow face, sauf qu'ils ont quand même réussi à en placer une. Et oui, malgré tout. C'est pas possible. Et alors, au sujet du cast, alors, on a fille 1 la fille 2 et fille 3. Non, la fille 1 et fille 3 plutôt. Donc, Akiko Wakabayashi, hein, dans le rôle de Aki, formidable actrice, hein, que j'aime beaucoup. Elle a fait des films de Et monstres, qui a fait elle a fait des films. Ouais, quelques films d'accord. de kaiju en fait. Voilà. D'accord. Alors, la Toho est partie prenante, hein, on va le rappeler, hein, elle apporte son soutien dans la production. Et il y a Mie Hama, donc celle qui épouse pour de faux James Bond, Mie Hama, qui interprète donc Kishi Suzuki. Alors, il y a une anecdote assez savoureuse, hein, bon, beaucoup la connaissent, mais on va quand même la rappeler. Euh, Bah tiens, vas-y, je te laisse la dire, Benjamin. Bah, c'est que en fait, ils voulaient pas la garder, tout C'est simplement parce ça. qu'elle ne parlait pas très bien anglais. Ouais. Et quand il, du coup, Lewis Gilbert avait demandé à quelqu'un d'aller lui annoncer que bon, on la gardait pas. Ils avaient même demandé à Tetsuro Tamba, hein, l'acteur qui joue Tiger Tanaka, Qui est formidable d'ailleurs. Il est formidable, super. Ouais. de lui annoncer qu'elle allait pas être gardée. Et de ce fait, elle a annoncé que le soir même, elle allait se suicider. Ouais, ouais. Et là, du coup, Lewis Gilbert va très vite voir Cubby Broccoli en mode grosse panique. Qu'est-ce qu'on fait? Et Cubby Broccoli dit, oh, elle devrait quand même bien faire l'affaire finalement dans ce film. Bon, finalement, elle est pas si mal. Voilà. Alors, il y a un acteur, il a que 2 plans. C'est Burt Cook, qui est un acteur chinois. Il est membre du spectre numéro 7, je crois, au générique. Et qui est dans La Panthère Rose. Et Enfin, qui est dans les films dans exactement, La Panthère Rose avec Shot in Peter the Sellers. Glass. Ouais. Exactement, tout à fait. Ouais, bravo, Benjamin. Et il a une scène dans Empire du Soleil de Spielberg. Il a une scène et il est formidable. Voilà, moi, je suis très sensible. Je sais pas toi, Benjamin. Les stars, ça me gonfle un peu maintenant, tu sais, les méga stars, les têtes d'affiche. Maintenant, je regarde de plus en plus le travail tu vois, des troisième, quatrième, cinquième rôles, des acteurs qui ont une scène, peut-être 2 scènes, mais qui sont formidables en fait. Ah bah complètement. Puis Burt Cook en plus, il a quand même une tête bien expressive. C'est Et vrai. c'est pour ça que d'ailleurs, je pense que ça se passait très bien avec ce cher Peter Sellers. C'est que quand on confrontait Kato, le personnage de Kato, avec des bagarres improbables qui détruisaient tout le décor de toute façon, avec l'inspecteur Clouseau, ça marchait du tonnerre. Et de toute façon, le public en redemandait. C'est pour ça qu'on le retrouvait dans Le Retour de la Panthère Rose et dans les suites encore.
Donc, non, effectivement, les seconds rôles dans le film sont quand même incroyables. Il y a même Charles Gray. Charles Gray, c'est un acteur qui aura été bougé dans plusieurs Bonds, Oui, oui. qui au début joue Monsieur Henderson. Et Monsieur Henderson, même, il dit, oui, bah, je me suis pas complètement japonisé. Je tiens aux vieilles choses. En parlant des vieux, en parlant en fait des quelques objets britanniques qu'il a gardés. Ce qui est intéressant quand même, parce qu'il y a toujours des. Roald Dahl vraiment place des petites piques, hein, Hum. contre l'ancien continent. Et bah, ce cher Charles Grey jouera Blofeld dans Les Diamants sont Et éternels. c'est vrai ça, Ce qui n'a exact. aucun sens. C'est vrai ça, ouais. Il est impressionnant cet acteur, il a un visage comme ça, statuesque un peu, hein. Bah, il faut le voir dans Les Vierges de Satan, D'accord, d'accord, qui est un film de la Hammer absolument incroyable. C'est un film de secte d'accord. où il joue le chef en fait de cette secte. Il y a un regard d'acier comme ça, assez Ah, intimidant, hein. ah oui, oui, complètement. Il est incroyable, hein. Alors Blofeld, parlons-en. Et alors, il démarre le tournage avec un autre acteur, un acteur tchèque, voilà, qui tourne 5 jours sur le film. Et bon, malheureusement, voilà, Lewis Gilbert trouve qu'il ne convient pas finalement. Et ils vont aller chercher Donald Pleasence. Donald Pleasence, qui est parfait. Alors, je l'ai revu là pour le show. Euh, Ce qui est étrange, c'est que il est teasé, hein, Blofeld, hein. Ouais. Parce on voit juste sa main. Alors, je ne sais pas si en fait ils ont coupé en attendant de trouver Donald Pleasence, ou est-ce que c'est un choix délibéré de la narration. On le voit, tu sais, c'est l'inspecteur Gadget, hein, on le voit caresser son chat. Et c'est même pas la main de Pleasance, hein. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Parce que même dans la base à la fin, juste avant que Pleasance soit dévoilé, si vous regardez sur le champ sur Sean Connery, on voit en fait la chevelure de l'ancien acteur. D'accord. Oui, oui, puisqu'il Donc, était chevelu, hein, ouais, l'acteur tchèque. il Ouais, l'appelait Papy Noël d'ailleurs, parce ouais, qu'il tout avait à fait. une petite barbe blanche. C'est Mais vrai. donc, ils ont gardé les plans quand même qu'ils ont tournés avec Papy Noël, quoi. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait. Donc, ouais, c'est vraiment un choix. Ils ont conservé des plans anciennement tournés. Il s'appelait Jan Verick, hein, cet acteur tchèque. Bon, le changement pour Donald Pleasence, c'est quand même plus heureux. Il est glacial, hein, Donald Pleasence. Il est glacial, le coup de la cicatrice, c'était Ah ouais. absolument génial. Et en fait, ce changement-là, à de dernière minute, va complètement cristalliser un imaginaire du méchant dans le film d'aventure et d'espionnage. Totalement. D'ailleurs, corrige-moi si je me trompe, c'est pas le Bond qui inaugure vraiment le gigantisme du repère du méchant. Si, 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 complètement, hein, hein? parce que, bon, Docteur No, là, il y avait une base, mais Oui. elle était pas énorme, si je puis me permettre. Mm, Bon, BZ aussi, on n'avait pas, tout simplement. mm. Le Goldfinger, il y avait, bon, cette espèce de grande pièce avec le rayon laser, puis après, c'était tout. Ouais. La bataille de Fort Knox à la fin, et Opération Tonnerre, c'était qu'un bateau, quoi. Un bateau qui transportait, si je puis me permettre, une bombe nucléaire et qui explose à la fin, mais la bombe nucléaire n'explose pas. Mais c'est pas grave, parce que d'après le commandant Cousteau, la bombe était noyée. Ah, ah, Opération Tonnerre. C'est vrai que un film extrêmement lent en plus, avec ces scènes de plongée interminables. Puis Hein? Deus Ex Machina au début, Bond qui va se faire masser. Oh, il y a aussi Spectre qui est là-bas. Oui, ils sont dans la même thalasso. C'est exactement ça. Mais les mecs, en fait, ils réservent à la même thalasso si c'est pas incroyable. Ah, c'est bon ça. Et effectivement, ouais, alors, c'est vrai, tu l'as dit, en le revoyant, parce que le personnage de Blofeld a été moult fois parodié, Ah oui, parodié. oui. Alors, quand Pleasance enfin apparaît à l'écran, James Bond, allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. t'es- tu, tu, tu vois Austin Powers, en fait. Ah, complètement. Ça se mélange dans ta tête. Mais en tout cas, oui, Pleasance. Alors, pourquoi ils l'ont pas repris pourquoi ils l'ont pas repris pour Les Diamants sont éternels? Tu sais ça ou pas? Bah, ça, c'est une bonne question. Surtout en plus, entre deux, dans Au service secret de Sa Majesté, on avait l'excellent Telly Savalas. Eh Donc, oui, ils ont gardé quand même un acteur chauve c'est vrai. et charismatique. Mm. Mais c'est vrai que pour Les Diamants sont éternels, ils ont joué de la carte. Bon, Blofeld s'est fait une opération chirurgicale et maintenant c'est Charles Grey, quoi, qui n'a pas du tout ni la même mâchoire, ni le même regard, et en plus il a des cheveux. Donc il n'y a rien qui va, quoi.
Ouais, c'est comme ce personnage le mec de la CIA qui croise monde là. Félix Slater. Et voilà, c'est un peu comme Felix Leiter, hein, c'est un acteur qui change de peau C'est au ça. gré des films. C'est dommage. Même reprendre Telly Savalas, ça aurait été plutôt sympa. Mais bon, peu importe, hein, on va pas refaire l'histoire. En tout cas, Donald Pleasence est vraiment, il brûle la pellicule hein, dans ce film. Alors, on va rentrer dans le détail. On va rentrer. Tu parlais de beauté, de fulgurance, de la patte Lewis Gilbert. Hein, il a vraiment un œil, hein, ce monsieur, puisque on voit un film qui fait des pas de côté au niveau dramaturgique, scénaristique, et il y a aussi une grande ambition visuelle, à commencer par cette séquence aérienne hallucinante, mais encore aujourd'hui, moi j'ai été choqué par certains plans. Bond se fait livrer par Amazon un gyrocoptère, Ouais. qui est une invention véritable, hein, qui a été inventée par un gradé de l'armée, ensuite qui a été modifié par Ken Adam avec des équipements d'armement. Un avion léger qui est poursuivi par 3 hélicoptères, je crois, Qui marche toujours et je et pense qui fonctionne. et qui a trouvé un héritier avec Mission Impossible Fallout, la fameuse poursuite d'hélicoptère à Ah la oui, fin de et Fallout. ouais, c'est vrai. Voilà, Ouais. avec le shotgun. Et non, elle est extrêmement impressionnante. Elle est d'une violence quand même, je trouve, assez Hallucinante, hein. hallucinante. Waouh. Et c'est vrai que le travail d'image sur cette séquence est dingue. Et Lewis Gilbert, effectivement, il était bien entouré, mais il avait aussi de bonnes idées. Par exemple, moi, ma scène préférée du film, c'est sur les docks. Et je trouve qu'il y a une élégance dans toute cette séquence. Mais même déjà le découpage sur Bond qui shoot, qui reprend, qui court, qui donne un coup. Et après, effectivement, ce plan d'action qui est relativement large et qui devient un plan divin où on suit notre cher personnage de loin avec l'action de loin. Et ça, c'était d'un culot absolu parce que Gilbert avait juste dit ça. Il disait, oui, mais attendez, on voit toujours les scènes d'action en plan serré. Alors pourquoi ne pas Mm. le faire en plan large? Mais ça nécessite bien sûr, évidemment, beaucoup de travail de chorégraphie. Parce que là, on peut pas tricher hein, Bah, on concrètement. tourne en une fois, quoi. Mm. Exactement. Même si on ne vit que 2 fois. Et, Mm. cette séquence-là, il y a une poésie d'enfer. Surtout en plus avec la bande-son de John John Barry, Barry. qui Mm. à un moment donné, elle s'actionne dans l'action quand Aki commence à sauter sur la corde pour se sauver, qui est pareil, une très très belle séquence. Hein. Je trouve que les action girls dans ce Bond-là sont quand même Mm. relativement actifs, à part la toute dernière qui, effectivement, ne sert pas à grand-chose. Mais Aki, pour le coup, est très active. C'est assez dingue. C'est une séquence qui arrive à atteindre une forme de poésie grâce, en fait, au découpage de Gilbert, quoi. Ouais, il y a une scène où il va, donc il se fait passer pour un, Fischer. un Fisher, là, ouais, c'est Ouais. ça, hein. Donc il va rencontrer un monsieur de la société, alors c'est la couverture du Spectre, hein, mais la société Osato, je crois. Et il y a une scène de bureau, hein, donc son interlocuteur est derrière son bureau, Bond est devant lui, et il y a un champ contre champ. Quand on est sur l'interlocuteur de Bond, on voit le reflet de Bond sur le bureau. Ça, je trouve ça magnifique. Tu as le champ contre champ dans le même plan. Ouais. Je trouve que c'est assez surprenant, ça a l'air anecdotique, mais voir ça à cette époque-là, à ce moment-là, c'est très beau. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais Matthew Vaughn, dans X-Men First Class, reprendra un peu ce dispositif dans une scène où Magneto va voir un banquier en Suisse, où tu as le reflet de Michael Fassbender qui se reflète sur un lingot d'or, je crois, quelque chose comme ça. C'est beau, ça. Bah, c'est un split screen directement intégré, en Et fait, voilà, c'est ça. Ouais. dans le champ. Et effectivement, ça marche très, très bien. Et, mais le film, il est quand même bardé, je trouve, de très belles idées visuelles.
À un moment donné, on voit le soleil levant. Alors, j'imagine que c'est un hommage au pays du soleil levant, bien évidemment. Mm. Mais il se permet des séquences. En fait, je sais qu'il y a pas mal de fans de Bond qui aiment pas trop le rythme de On ne vit que deux fois. D'accord. Il se permet des séquences, pas inutiles, mais comment dire, qui permettent à Bond d'être intégré dans le paysage. Des Et qu'avant, respirations. Ouais. voilà, des respirations, Mm. parce que donc le film n'est pas juste un enchaînement de séquences efficaces. Et moi, je trouve qu'en cela, le film est intéressant. Alors, bien évidemment, il y a des idées un peu même franchement naze, hein, complètement idiote, que c'était déjà à l'époque et d'autant plus aujourd'hui, je pense. Comme de faire de Sean Connery un japonais. Oui. Ouais. Bon, déjà, je pense qu'à l'époque, ils ont dû se dire c'est complètement idiot, mais C'est vraiment, ouais, c'est pas limite, ça passe pas, quoi. ça, ça, ça- Mais le film t'a tellement convaincu avant que, bon, bon, ça allait, tu l'avales le non, truc. puis on se dit surtout, Lady, il l'abandonne tout de suite, hein. Mm. Oui, Parce que c'est vrai en plus, c'est finalement, vrai. une fois qu'il est sur le bateau de pêcheur, Ouais, fini les déguisements et compagnie. Donc, c'est vrai. ça n'a Mm. même plus trop de sens, en fait. Mm. Limite, c'était pour nous laisser un peu de temps dans le village et de filmer tous ces gens, quoi. Et cette procession funéraire à un moment donné aussi. Donc, c'est vrai que c'est un peu étrange quand même de voir tout ça. Mais ouais, le film, en tout cas, a de très belles séquences. Même l'enterrement de Bond. Oui, oui, Parce que je pense, bah, du coup, on peut se le permettre. oui, on sait qu'on l'a pas précisé, ouais. On peut présenter On ne vit que deux fois parce que tout simplement, Bond est censé être mort au début du film. C'est vrai. C'était pour surprendre le spectateur, un peu comme au début de Bon baiser de Russie. On voyait Robert Shaw tuer un faux Bond. Mm. Et donc, en fait, dans On ne vit que deux fois, Bond est d'abord à Hong Kong en mission, sauf qu'on le fait tuer. On le croit mort, mais en fait, justement, il faut que tous les gens croient Bond mort Pour pour qu'il puisse. l'envoyer au Mm. Japon enquêter. Parce qu'en fait, il y a tout simplement une fusée américaine qui a fait un vol spatial, qui a été avalée par un astronef mystérieux. Et ensuite, plus tard, une fusée russe va aussi faire son vol spatial et est aussi avalée par ce mystérieux astronef. Et justement, on est en pleine guerre froide. Et là, la guerre froide monte à une intensité assez dingue. Et la Grande-Bretagne et son service secret intelligent, eux, se disent non, mais il y a un troisième parti dans cette histoire. Donc, on va enquêter parce que, à mon avis, c'est pour faire monter, euh, faire monter la sauce. Et effectivement, derrière tout ça, il y a Spectre qui agit quand même pour le compte d'une nation qu'on imagine être la Chine. Mm. Euh, et Spectre, en fait, veut réécrire la carte du monde. Et justement, c'est un des premiers Bonds où on a un méchant qui veut bouleverser l'ordre du monde, comme on l'aura après dans L'espion qui m'aimait ou dans Mm. Moonraker. J'aime bien ces scènes au Pentagone, là. Qui m'évoquent un peu celle de Docteur Folamour dans la War Ouais. Room et filmé d'une autre manière. Tu sais, on a des officiels du Pentagone, hein, des militaires, des hauts gradés qui sont là et qui regardent des écrans. Bah, comme dans Point Limite Zéro aussi, je pense, Ouais, oui, 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 de c'est Ciné vrai. Lumet. Ouais, tout à fait. Je pense que Canada c'est peut-être inspiré des décors. C'est fort possible, ouais, plutôt, ouais, ta référence est plus juste. On a des officiels, ils sont assis et leur vision du monde est résumée là, à leurs écrans, là, en face d'eux. Et ils y vont de leurs commentaires, de leurs inquiétudes, de leur analyse. C'est assez, on a le travail de terrain avec Bond, Ouais. et puis on a les officiels dans la salle climatisée, en train de déplacer des pions. Enfin, c'est assez fascinant à voir. C'est ça. Puis, et ouais, du coup, quand je parlais notamment de l'enterrement de Bond, il y a un Oui. moment, je me suis demandé si c'était pas une métaphore. Parce que Bond, du coup, est lâché dans l'eau, arrive dans le sous-marin, et comment on éjecte Bond par une ouverture d'un missile hein, Ouais. pour l'envoyer. Et donc, on sort Bond de l'eau. Parce qu'il était un peu trop dans l'eau dans Opération Tonnerre, avec Ah, pas mal. ces Ouais. bagarres aquatiques qui duraient des plombes, des plombes. À un moment donné, je me disais, Au mais ralenti. les pauvres gars, ils sont là depuis des heures sous l'eau, ça doit être pénible, quoi. Même pour nous, ça l'est. C'est The Abyss avant l'heure, tu sais. Sauf que dans The Abyss, c'est quand même plus entraînant quand même, hein. C'est ça, parce que là, c'était un peu lourdingue.
C'est vrai, mais je pense qu'à l'époque, ça devait être, tu sais, c'était comme Ouais, tourner dans l'espace, quoi. Tu c'est vois, je pense que, spectaculaire, ouais, c'était j'imagine. Ouais, ouais. spectaculaire. Waouh, on est sous l'eau, waouh, c'est génial. Mais Mais c'est vrai que ça dure longtemps quand même. c'est long, quoi, c'est lent, c'est incroyable, c'est infernal. Et ouais, mais ton analyse me plaît bien, hein, c'est très juste, hein, c'est symbolique. Ouais, On va le mettre au sec. c'est ça. Pour revenir à la scène aérienne, hein, on le disait, hein, elle est incroyablement violente. Euh, Elle a été terminée suite à l'accident de Johnny Jordan. Elle a été terminée en Espagne. Oui, Elle a été ça se voit un tout petit peu, ça se- si je peux me permettre. un petit peu. Alors, tu as vu, hein, Lewis Gilbert, hein, ou Johnny Jordan, il va chercher les ombres. Hein, au bout d'un moment, on voit les ombres. Il filme les ombres des engins. Ouais. Et en parlant de scènes aériennes, moi, je recommande chaudement celle de Capricorn One Ah oui, ouais, oui, oui, complètement. Ouais. de Peter Hyams avec Telly Savalas dans le rôle d'un pilote d'avion. Et ils sont poursuivis par des hélicoptères de l'armée. Cette scène, moi je vais dire, hein, elle enterre celle de Mission Impossible, Bah, Last Reckoning, là. mais je crois que c'est la scène de Capricorn One qui a inspiré de toute façon Ah oui, celle du dernier Mission Impossible. c'est fort probable, mais Parce que, elle n'est pas parvenue au même niveau. Hein, parce ah que non, non, non. celle de Peter Hyams, c'est enfin, c'est tournée par le cascadeur et l'équipe. Enfin, elle est incroyable. Elle est même un peu trompe-la-mort. Hein. Je pense Bah, ils ont eu chaud plusieurs fois. Hein. je pense il y a aussi il y a une réalité de l'époque, c'est qu'il y a moins de sécurité, quoi. C'est vrai. Il y a C'est beaucoup vrai. moins de sécurité. Moins de sécurité, mais waouh, quel Ah oui, résultat incroyable. complètement. Moi j'adore les scènes de poursuite automobile et les poursuites aériennes. Les poursuites aériennes, ça doit être d'une complexité à tourner, mon ami, pour garder la cohérence, raccord lumière, de la visibilité, euh, la sensation de vitesse. Hein, Ah on voit oui, ça dans Aviator. ouais. Mais il n'y a pas de nuages, il n'y a pas de nuages, on ne voit pas à quelle vitesse vont les avions. Et garder la sensation de vitesse. D'ailleurs, tu l'as vu, en parlant d'Aviator, tu l'as vu là, le film de Howard Hughes, là, avec qui a 400 avions en vol, là. Tu l'as vu ce Non, film? non, celui-là, pas encore, non. Ouais. Plus je revois la saga, plus je me dis que, bon, la saga a eu cette réputation de faire intervenir des faiseurs, hein, ce qu'on appelle des faiseurs. En fait, je me rends compte que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même si j'aime moins les Guy Hamilton, Terence Young avait un vrai regard. Lewis Gilbert également, et ceux qui ont suivi. Il y avait des vrais auteurs à la barre. Ouais, puis il y avait des grands techniciens, puis Hein. Ouais, un grand technicien peut être un grand auteur. Freddie Young est un auteur visuel c'est vrai. qui sait travailler avec les couleurs, qui sait travailler avec le soleil. Quand il filme ce lever de soleil au Japon, on reconnaît, on retrouve la patte du bonhomme qui a filmé Hum, Laurence d'Arabie c'est vrai. et qui est un artiste complet et à redécouvrir aussi. Donc, mais effectivement, je pense que les Bonds, on les a un peu maltraités et on leur a mis un autocollant fait par des faiseurs, fait par des artisans. Donc, ce ne sont pas des films d'auteur. Sauf que Cubby Broccoli, à mon sens, et Salzman sont déjà des auteurs en tant que tels, en tant que Hum, producteurs. Il y a eu aussi des scénaristes qui sont revenus régulièrement, donc qui sont des auteurs, à mon sens. Et en fait, les Bonds, finalement, rappellent une règle qui est très simple et que Fincher a rappelé aussi encore tout récemment, c'est que les films sont des entreprises collectives. Alors oui, il y a un chef d'orchestre hein, qui va plus ou moins injecter de sa personnalité, que ce soit déjà à l'écriture ou à la réalisation, même voire au montage, pour quelqu'un comme Lucas, par exemple. hum. Mais les Bonds sont des films, sont des purs films, donc ce sont des entreprises collectives, et on sent le travail de ce collectif. Je veux dire, que seraient les films Bond sans Ken Adam? À mon sens, on les aurait littéralement oubliés. Et Ils auraient totalement. été Hum, visuellement un peu pathétiques, peut-être pauvres, parce que Ken hum. Adam est un décorateur complètement dingue. C'est un génie, quoi. Il est, oh là là. On est au-delà du décor, en fait. Ah oui, oui. C'est autre chose. C'est absolument magnifique. Et pour reparler du décor, j'adore le monorail dans la base secrète. Le monorail. Mais c'est un détail de dingue, hein. Moi, je veux ça chez moi. Je veux ça chez moi. Hein? Le monorail, c'est génial. Ouais, mais en même temps, le truc, c'est que déjà, le décor est immense. Mais Ouais. en mettant le monorail qui, en plus, part dans des sections qu'on ne voit pas, Et oui, on l'imagine la base encore plus grande. ouais, tout à fait.
Donc il y a Mm. une réflexion sur la représentation de l'immensité qui est extrêmement pertinente, quoi. C'est très juste, hein. Monorail qui sera repris dans Les Indestructibles Effectivement, de de Brad. Brad Bird, hein, Ouais, grand, ouais, grand ouais. fan des James Bond. Mais tu as raison, hein, le monorail est là pour, outre sa fonction interne à l'histoire, il est là aussi pour rendre compte de l'immensité de l'immensité du décor. Et ces cascadeurs là qui descendent sur des filins, hein, donc il y avait plus de 100 cascadeurs dans Sur ce décor-là, ouais, sur c'était. ce décor. Ils descendent tous là comme ça sur leur corde. Cet assaut est vraiment incroyable. Alors, il y a eu des côtes cassées, des chevilles cassées aussi, parce que bah, tout est vrai, hein. Ils ont testé les cascades aux trampolines, hein, Ouais. parce qu'il y a plusieurs plans où La première fois que ça arrive. ouais, c'était une innovation à l'époque, hein. On va faire sauter les cascadeurs sur un trampoline avec une explosion derrière pour donner plus d'impact, hein, plus de spectaculaire. Et plus d'une fois, les cascadeurs, bah, ils ont raté le matelas d'atterrissage, ils se sont viandés. Et ça donne une modernité, hein, à ces plans-là, hein. Euh, puisque on croit à tout ce qui se passe, quoi. C'est vraiment un Bah, film hallucinant à ce niveau-là. je pense que le truc, c'est que tout ce que vous voyez à l'écran a eu lieu. Tout Donc simplement. c'est aussi simple que ça. Et il y a même un plan qui est incroyable, c'est quand Sean Connery est avec Tetsuro Tamba et qu'il avance aussi avec Suki. Et ils sont trois, ils avancent comme ça vers la caméra fait un travelling arrière. En fait, ils avancent comme ça dans la base, ils shootent, et en même temps, à l'arrière-plan, tout a lieu, tout le monde bouge. Il n'y a pas un mec qui se dit, j'attends d'agir, tout le monde bouge. Et ce plan-là, mêlé au plan plus large, on se dit, mais ça devait être un foutoir absolu à Mhm. organiser, et ça fonctionne. Et les bastons, hein, il y a une scène de baston avec des canapés Ah et des ouais. fauteuils qui est d'une. Donc on va citer Bob Simons, hein, Bob Simons, hein, la doublure de Sean Connery, euh, qui est aux prises avec un acteur d'origine hawaïenne, hein, je crois, qui était un combattant. Et cette scène est d'une violence, hein, une viscéralité, hein. On sent les coups, on sent la violence, hein, intrinsèque. Et en termes de chorégraphie, de coups portés, de découpage, elle est incroyable cette scène, hein. Vraiment, il y a une viscéralité, hein, qui se dégage du film, je trouve, hein. Oui, oui, et puis bah, il y a Anderson se fait tuer à coups de couteau, par exemple. Hum, Vraiment, Bond, il n'hésite pas à tuer à bout portant sur les gars. ouais. Non, les fights sont quand même sont bien montés, hyper intéressantes. Et c'est un monde qui est actif, vraiment. Non, c'est surprenant, c'est un beau travail. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelques regrets sur le film? Fouad, je pense que s'il y en a Ah, quelques-uns à expliciter. peut-être deux choses. Peut-être que, effectivement, l'aspect lancinant, l'aspect, on va dire, voilà, un petit peu brochure de tourisme, hein. Il y a un côté un peu, allez, on va visiter le Japon, hein. Il y a Ouais. un côté où vraiment, le, des fois, tu as l'impression que le film capitalise davantage sur son décor, et à juste titre, hein. Regardez, on est au Japon, et je présume qu'à l'époque, dans les années 60, c'était un pays même qui commençait à être moderne. C'est un pays où on allait relativement peu, surtout si tu prends le public américain ou le public européen. C'est à l'époque où il n'y avait pas Internet, voilà, si tu prenais pas l'avion, tu savais pas ce qui se passait dans les pays concernés. Donc le côté un peu brochure, on est au Japon. Et j'ai l'impression que des fois le film fait trop passer ça sur le devant. La scène de mariage, par exemple, typiquement. Je trouve la scène de mariage, bon voilà, un peu interminable. 熊野のなちの宮間にかんながら静まります。
Je trouve que c'est une parenthèse un peu culturelle je trouve, qui est un peu longue à mon goût. Même si j'apprécie le départ des bateaux de pêche, j'apprécie les petites touches quand même poétiques, mais je trouve que le film capitalise un peu trop là-dessus. Premièrement et deuxièmement, Donald Pleasence, Blofeld, qui je trouve est dans ce film, bon, il est teasé comme une présence maléfique, omnipotente. Heureusement que c'est Pleasence qui le joue. Parce Oui. que dans ce qu'il a à faire, à partir du moment où il apparaît, et la manière dont il quitte la scène d'une manière assez... bon, voilà, à un moment donné, tu as envie de lui dire, enfin, tue-le, mais tue-le, tue Bond. Plusieurs fois, il dit, maintenant, je vais vous tuer. Maintenant, je vais vous tuer. Cette fois, je vais vous... Enfin, ouais, bon, je pense que le scénario aurait dû gérer ça un peu mieux. Parce que plus d'une fois, il a eu l'occasion de tuer Bond sans le faire. Mais bon, voilà, ça, je referme la parenthèse. Je trouve que la présence de Blofeld est un peu déceptive euh, et pas à la hauteur de ce qui est teasé, en fait. Voilà. Ouais, lui, il ne tue pas que 2 fois, en tout cas. Oui, exactement. Mais bah, il y a ça, puis effectivement, en fait, je pense qu'il voulait présenter le Japon, hein. On a un combat de sumo, on a la ville, on a la Oui, c'est campagne, vrai. on a le mariage, on a la procession funéraire. Je pense qu'il était vraiment sincèrement intéressé par le pays. C'est vrai. Malgré tout, à un moment donné, ils te font littéralement une sorte d'histoire stéréotypée, c'est-à-dire, bon, bah, allez, on a une école de ninja. Quoi? Ouais, on a une école de ninja secret. Bon, c'est dans un temple en plein jour, mais c'est pas bien grave. Et puis après, Bond dit là, oui, mais c'est ce que vous avez? Non, non, on a des ninjas modernes. Bah, du coup, à quoi ils servent les ninjas, les autres ninjas? Et c'est là qu'on se rend compte que malgré tout, il y a toujours ce point de vue occidental, voilà, un peu idiot bête, hein, même franchement idiot bête dans cette séquence-là. On sent que parfois, comme tu dis, c'est lancinant, mais peut-être parce que le film se balade. Avant de nous quitter, les amis, des petites recommandations, hein, mon cher Benjamin. Qu'as-tu à proposer à nos amis? Bah, Plus ou moins en lien avec le j'ai apporté film. 2 choses. Ah ouais. Si vous voulez voir un Sean Connery qui se déconstruit son image de héros, eh ben, Ah, regardez par exemple Gang Anderson qui est ah juste oui. ici, voilà, Incroyable. de Incroyable. Sidney Lumet, et dans lequel Sean Connery est un braqueur qui sort à peine de prison, qui veut faire un gros coup. Sauf que depuis le début du film, tout est déjà condamné puisqu'on est dans une société. C'est un film qui préfigure THX 138 puisqu'on est dans une société où tout est filmé, tout est enregistré, et donc où, dans le fond, la force de l'individu n'existe plus. Elle est Mm. annihilée. Et je vous apporte un autre film, alors, cette fois-ci du Japon. Voilà, donc la femme scorpion. Ah, Voilà, le premier volet de cette grosse saga, donc avec Meiko Kaji, que je vous conseille absolument de découvrir. C'est un film qui est assez rude, mais qui va notamment introduire à la fois une énorme actrice, alors qu'elle était quand même déjà dans Stray Cat Rock, parmi un beau casting féminin, mais qui là, c'est le premier rôle, c'est un grand rôle de femme vengeresse, et ça va cartonner absolument. Enfin voilà, c'est la société japonaise qui change. mm. Regardez-le absolument. Et il est sorti, si jamais, en français chez Le Chat qui fume, et le Gang Anderson est sorti en France chez Sidonis Calista. Je mettrai les liens dans la description. Et avec le code promo Heure Magique 2026, vous n'aurez rien. Mais sait-on jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Euh, pour ma part, deux livres. Deux livres. Alors, un livre sur la saga Bond, mais un peu particulier. Bon baiser du monde. Bon baiser du monde. De Guillaume Evin et Laurent Perriot. Laurent Perriot qui est le spécialiste mondial de la saga, hein, euh, qui connaît la saga de fond en comble, hein. Je crois qu'il connaît même des membres de l'équipe. Il connaît des très amis avec Pierce Brosnan. Donc voilà, un monsieur qui connaît bien son affaire. Alors, c'est la saga à travers ses lieux de tournage. Donc c'est un guide touristique des lieux où ont été tournés les films et surtout, alors c'est pas juste une brochure de vacances, de voyage, c'est que pour chaque film, donc là je vais prendre
On ne vit que deux fois. Pour chaque film, vous avez les lieux de tournage dans l'ordre de l'action. Donc là, vous avez pour chaque film une petite carte. Et dans l'ordre chronologique de l'action, vous avez l'endroit où chaque action a été tournée. C'est génial, c'est super. Il y a aussi beaucoup d'anecdotes sur chaque film, des anecdotes même que je ne connaissais pas. C'est vraiment très intéressant. Et vous avez ça donc sur chaque film, et il s'arrête à Mourir peut attendre. Ouais, donc il s'arrête au dernier Bond en date, Bon baiser du monde. Et enfin, un sujet annexe, hein, c'est pas totalement, ça ne concerne pas Bond totalement, mais un petit peu, Mainstream, de Frédéric Martel. C'est un très très grand livre, très grand livre. Frédéric Martel est un écrivain sociologue de la culture. C'est un monsieur qui a beaucoup écrit sur la culture. Il a notamment écrit son mémoire sur la culture aux États-Unis, hein, puisqu'aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture en tant que tel. La culture aux États-Unis est financée par des fondations principalement. Il a écrit un livre sur Internet et en 2012, il avait écrit ce livre sur la culture qui plaît à tous, mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde. Alors, c'est écrit comme un James Bond pour le coup, parce que on voyage. C'est une enquête faite autour du monde. Hein. Frédéric Martel a voyagé énormément. Il est allé aux États-Unis évidemment, mais pas que. Il est allé au Qatar, au Mexique, en Corée, au Japon, au Liban. En fait, il est allé dans chaque pays analyser les moyens qui sont déployés pour conquérir le soft power. Donc c'est un livre sur le soft power. C'est une bataille que se mènent les pays pour conquérir, pour maîtriser les mots, les images et finalement les rêves. Hein. Donc il faut le dire, hein. Derrière le cinéma, il y a ce qu'on appelle le soft power, la conquête des esprits. Et ce livre met bien en exergue tout ça. C'est génial, Mainstream de Frédéric Martel. Eh bien voilà les amis, c'était notre show sur On ne vit que deux fois, You Only Live Twice. Un grand merci mon Benjamin. Avec plaisir Fouad, merci à tout le monde, tous ceux qui écouteront patiemment et sagement notre Fouad Bond. Et avant de partir, je tiens à saluer Gilles Daubeuf. Gilles Daubeuf qui est un de nos adhérents, hein, un de nos auditeurs. Il était là depuis le début, Gilles. Il nous a soutenus même dans les épreuves. Gilles Daubeuf qui est lui-même réalisateur, qui m'a fait ce petit cadeau, la BO de Wild Class Business. Ça, c'est quand même très généreux. Ouais. Alors du coup, je vais passer un appel. Je cherche la BO de Un plan simple de Sam Raimi. Et je te donnerai son profil eBay. Il vend plein de BO. Et il connaît mon fanatisme pathologique pour Apparence de Robert Zemeckis. Et c'est la seule chose qui me manquait, c'est la musique du film, qui est aujourd'hui introuvable. Et je mettrai le lien de la boutique eBay de Gilles. Si vous êtes fan de musique, de film, il y a plein de CD en excellent état et à un très bon prix. Gilles, bisous, merci mon pote pour le cadeau. Si vous souhaitez me faire d'autres cadeaux, n'hésitez pas. Hein, vous pouvez me contacter par email. Pendant l'été, la boutique reste ouverte. Prochainement, on va faire Mission Impossible avec Alexandre Descades. Il est prévu que nous fassions ensemble une journée en enfer. Derrière le Vengeance. Absolument, j'y tiens absolument. Le rendez-vous est pris. Les amis, n'hésitez pas à partager, liker, commenter à travers tous les internets du monde entier. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. À tout à l'heure. Evil is his one and only name. Evil, in his mind there is no other game. When your name is evil, bad is good, or so you think, but you're so very wrong. It's evil. But being wrong is right, so then you're good again.
which is the evilest thing of all. Do you find his subtle ways invite you? Does he excite you? If his contradictions should attract you, should he distract you? Heaven help you then, you're finished